Salon de conversation, bonjour à tous. Premier volet consacré à la pandémie, amnésie. Oui, amnésie. Lorsque l'OMS déclenche l'alerte pandémie en ce début 2020, tout va être fait pour provoquer une forme d'amnésie chez les Français, c'est-à-dire leur faire oublier les leçons des précédentes pandémies, leur faire oublier la corruption endémique dans le milieu médical et surtout leur faire oublier les liens très incestueux entre le Big Pharma, les spécialistes et les médecins. Mais voilà, comment provoque-t-on une amnésie chez nos compatriotes? Vous le savez, le professeur Salomon, tous les soirs, qui égrenait la liste des morts. C'est très anxiogène. Et oui, ils ont mis en place le narratif de la peur. Ils ont bien évidemment ajouté un peu de propagande et nos concitoyens n'ont plus du tout réfléchi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en perspective cette pandémie et ils ne se sont plus appuyés sur les leçons du passé. La première leçon du passé, c'est le SRAS, donc en 2003, qui a touché particulièrement l'Asie. La personne qui était en charge de la santé à cette époque, c'était le docteur et ministre Douste Blazy. Et pour tirer les leçons de cette épidémie de SRAS, l'OMS va proposer un plan de lutte en cas de pandémie, parrainé entre autres donc par Douste Blazy. Or, ce plan ne sera pas appliqué à la grande surprise du professeur Perron, du professeur Raoult ou de Douste Blazy. Douste Blazy amer écrira un livre, Le plan oublié. Ce qui est le plus ahurissant, c'est que la France était pourtant parfaitement armée pour faire face à la pandémie en 2020. Pour une raison simple, elle disposait d'un plan national indiquant étape par étape toutes les procédures à appliquer en fonction de l'évolution de la propagation du virus. Ce plan était en tout point adapté à la crise que nous traversions. Il avait même été conçu dans cette perspective. J'en sais quelque chose, c'est moi-même, Douste Blazy, qui avait été à l'initiative en 2004 lorsque j'étais ministre de la Santé. En quoi consistait ce plan? Regardons par exemple la deuxième étape de ce plan, donc, qui concernait la phase où des transmissions interhumaines étaient confirmées. Les déplacements depuis les zones touchées seraient alors limités ou prohibés, avec isolation des personnes en provenance de ces régions, ainsi que la mise sous traitement préventif de tous ceux qui auraient été en relation avec des individus contaminés. Une enquête épidémiologique serait déclenchée afin d'identifier les chaînes de transmission. Déjà, nous pensions que l'élément clé serait une prise en charge médicale par des soignants, des malades et des cas contacts. La personne infectée était isolée à son domicile et son suivi était assuré par un médecin généraliste ou un médecin du GROG, groupe régional d'observation de la grippe. Ceux-ci, munis de toutes les protections nécessaires, seraient chargés d'effectuer les prélèvements. Le patient devrait alors porter un masque de protection FFP2 et suivre un traitement curatif précoce. Des mesures d'isolement à domicile seraient également créées pour les personnes avec qui il avait été en contact. Les grandes lignes de ce plan pandémie vont être repris par le professeur Raoult, vous en souvenez, dépistage massif, c'est facile à mettre en œuvre puisque les hôpitaux sont équipés de matériel pour cela, la prise en charge la plus précoce des malades avec des traitements préventifs bien évidemment, et isoler les personnes les plus fragiles, et ne pas oublier que les médecins de ville doivent être en première ligne. Chose très étrange, ces recommandations ne vont pas être appliquées par les pouvoirs publics et notamment par le gouvernement Emmanuel Macron. Certains spécialistes, comme le professeur Perron, essaient d'expliquer qu'il faut absolument mettre en place ce plan pandémie. Mais voilà, il n'est pas écouté, il est taxé de complotisme et il finira donc par écrire ce livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Je reviendrai sur cette question dans mon deuxième volet. Deuxième pandémie, le HNN1 avec Roselyne Bachelot en tête de gondole. Nous sommes donc en 2009 et la France connaît une petite épidémie de HNN1, la grippe A, et la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, va acheter massivement des doses de vaccins qui vont se révéler dangereux et inefficaces. Il va falloir d'ailleurs les revendre. Une très mauvaise opération financière pour les Français. Devant un tel gâchis se met en place une commission sénatoriale. Faire la lumière sur la campagne de vaccination contre la grippe A. Tel est l'objectif de la commission d'enquête du Sénat qui entend aujourd'hui la ministre de la Santé Roselyne Bachelot concernant le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le gouvernement de la grippe H1N1.
À l'initiative des communistes et du parti de gauche et présidée par le sénateur François Autain, parti de gauche, l'audience de la ministre vise également à expliquer les raisons du gaspillage aujourd'hui dénoncé par de nombreux députés et médecins. Premier enseignement de cette commission, GRIPA, donc HN1, l'OMS est-elle influencée par les laboratoires? Eh bien oui, selon les rapporteurs de cette commission, l'OMS est influencée par les labos. Cette organisation n'a plus pour mission de protéger les citoyens. Non, non, elle exagère les risques et a donc alerté sur une pandémie un peu imaginaire afin de permettre à l'industrie de signer de juteux contrats. Plus on alarme, plus ça fait vendre. Parlant de liens incestueux, François Autain, donc président de cette commission, a déploré que les experts qui travaillent avec les laboratoires soient souvent ceux qui conseillent les gouvernements. On s'est affolé parce que plus on alarme, plus ça fait vendre, a dénoncé le sénateur Autain. L'audition devrait s'élargir à une critique générale de la gestion gouvernementale de la lutte contre la pandémie. Contrat signé à la hâte, sans clause de résiliation, commande de 94 millions de doses, inutilisées et inutilisables, mise à l'écart des généralistes pour ceux qui n'étaient finalement pas une véritable pandémie. Depuis, l'indépendance des experts est mise en doute vis-à-vis des laboratoires qui financent leurs recherches, leur offrent des postes consultants et des participations à des congrès. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Le rapport de 2009 annonce ce que nous allons vivre entre 2020 et 2022. Il a fallu donc une bonne dose de terreur et de propagande pour nous faire oublier les leçons de ce rapport sénatorial. Je le récapitule rapidement. Donc, les sénateurs dénoncent le fait que le ministère de la Santé ne suive pas le plan pandémie. Trop progressif, hein. Ils volent directement à la case vaccin. On se doute pourquoi. Refus également de ces autorités sanitaires d'utiliser les médecins de ville qui auraient rapidement dénoncé la supercherie. Les sénateurs dénoncent également que le ministère s'appuie sur des médecins experts qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Ils dénoncent aussi les rapports incestueux de certains journalistes et politiques relais du Big Pharma. Et il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les sénateurs ont pointé du doigt le rôle de l'OMS, son alarmisme qui sert les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Le SRAS de 2004 et la fausse pandémie de 2009 étaient donc riches en enseignements, mais tout a été fait pour masquer, cacher ces leçons du passé. Et ce fut possible parce que de nombreuses sommités médicales, françaises ou américaines par ailleurs, sont gangrénées par des conflits d'intérêts. C'est ce que j'appellerais le fugitif. Vous vous souvenez de ce film ? Mars 92, le docteur Richard Kimball est un chirurgien vasculaire renommé qui vit et exerce à Chicago. Après une longue et délicate intervention chirurgicale sur un patient qui a subi les effets secondaires d'un nouveau médicament, il rentre chez lui et découvre avec stupeur le cadavre de son épouse, Hélène, qui vient d'être assassinée à son domicile. Mais ce n'est pas sa femme qui devait être assassinée, mais bien lui, le docteur Richard Kimball, parce qu'il avait découvert donc que ce nouveau médicament était mortel et que celui qui le produisait avait ni plus ni moins acheté un tueur à gages pour l'éliminer. Est-ce du cinéma, l'argent avant la science et l'intérêt des patients, les knocks aux manettes? Certains pourraient crier déjà à la théorie du complot. On va leur rafraîchir la mémoire. Michel Garetta est un médecin français, ancien directeur du Centre national de transfusion sanguine et principal condamné dans l'affaire du sang contaminé, accusé d'avoir privilégié des objectifs de rentabilité financière aux considérations éthiques et déontologiques de la médecine. Il a été reconnu coupable d'avoir sciemment distribué à des patients hémophiles de 1984 à la fin de l'année 1985 des produits sanguins contaminés par le virus du sida. Jacques Crosbary, directeur de l'ARC, la fondation de recherche contre le cancer, a été reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à la prison. Les dons que lui versaient des millions de Français servaient à ce qu'il mène grand train, prostituées, chasse à courre, vie de château, voitures de luxe. Seuls 30% donc de ces dons allaient véritablement à la recherche contre le cancer. Bon, ces scandales peuvent paraître très lointains, puisque Garetta, c'est les années 80, Crosbary, les années 90.
Oui, mais nous avons les mêmes scandales dans les années 2000 et ceux qui ont été touchés par ces scandales ont été aux manettes pendant la pandémie. La santé en bande organisée, livre d'Anne Jouan et du professeur Christian Richer. L'Agence nationale de sûreté du médicament soutiendrait davantage les intérêts des laboratoires pharmaceutiques plutôt que ceux des citoyens. Tiens, tiens, c'est la thèse que défendent la journaliste Anne Jouan et le professeur Christian Richer. On a déjà vu l'OMS, donc il faut ajouter l'Agence nationale de sûreté du médicament et puis aux États-Unis la FDA, le CDC. Est-ce que toutes ces agences sont touchées par la corruption? Eh bien, voyons dans le détail avec la première histoire, le couple Vargon et notamment Emmanuel Vargon, dans le livre La santé en bande organisée. Il y a aussi l'exemple du Vioxx, un anti-inflammatoire utilisé pour soulager notamment les douleurs de l'arthrose en 2004. Oui, en 2004, il est retiré du marché mondial en raison de ses risques cardiaques. Le médicament a fait 40 000 morts aux États-Unis. En France, où 500 000 personnes en ont consommé, il n'y a officiellement aucun décès car on n'a jamais réalisé de décompte. Le système cardiovasculaire des Français serait-il plus robuste que celui des Américains? Un an après l'arrêt de la commercialisation du Vioxx, Emmanuel Vargon, alors numéro 2 de l'Agence du médicament, expliquait au Sénat qu'il eût été plus adéquat de prendre une mesure alternative à un retrait du marché, le Vioxx ayant de réels bénéfices. SIC. Autrement dit, une responsable de l'Agence française du médicament tenait des propos plus en faveur de l'industrie que des patients. On peut multiplier à l'envi les exemples de cette légèreté à laquelle s'ajoute de l'incompétence. L'hiver dernier, lors d'une réunion, la directrice scientifique de l'agence a proposé aux participants stupéfaits d'organiser au cimetière du Père-Lachaise un pèlerinage sur la tombe du père de l'homéopathie. Il faut savoir qu'Emmanuel Vargon a pris la décision de laisser le Vioxx en France, alors qu'il était considéré comme très dangereux aux États-Unis et qu'il avait été retiré de la commercialisation après avoir rencontré les dirigeants de Merck. Faites vos conclusions. Ce médicament est tellement dangereux qu'il n'est plus fabriqué d'ailleurs par ce laboratoire. Autre personnage qui va jouer un rôle très important pendant la pandémie, Martin Hirsch. Souvenons-nous, le 27 janvier 2022, Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, c'est-à-dire 38 hôpitaux d'Île-de-France, s'interroge à haute voix sur le bien-fondé du maintien des soins gratuits pour les non-vaccinés. Faire porter la responsabilité de la faillite de l'hôpital sur les non-vaccinés est immonde, il faudra s'en souvenir. Au fait, pourquoi ces paroles sont-elles immondes? Parce que normalement, un médecin a prêté serment, vous le savez, le serment d'Hippocrate, dans lequel on ne doit pas faire de discrimination. Vous pourriez me rétorquer, Martin Hirsch n'est pas médecin, il est narque. Oui, mais il dirige 38 hôpitaux. Il devrait au moins conserver l'esprit humaniste de la médecine française. Voilà, comment Martin Hirsch a-t-il pu proférer des paroles aussi abominables? Était-il en service commandé, au service de politique? Agnès Jouan, dans La santé en bande organisée, nous donne une petite réponse. Tous ces gens qui ont joué un rôle important dans la pandémie ont été ce qu'on a appelé les Kouchner Boys. Et oui, les Jérôme Salomon, les Martin Hirsch, les Emmanuel Vargon. C'est toute cette clique qui forme un mélange politico-industriel à part. Les uns, l'IGAS, inspectant en cas de pépin les autres, anciens collègues et amis, dans une sorte de vase clos endogame, juge et parti. C'est donc une mafia sur laquelle Emmanuel Macron pourra compter durant l'épisode de la pandémie. D'ailleurs, les Kouchner Boys, on les a vus à l'œuvre dans l'affaire du Mediator. Affaire du Mediator. L'affaire du Mediator est une affaire sanitaire et judiciaire concernant les personnes victimes de la prise du Benfluorex, commercialisé sous le nom de Mediator par les laboratoires Servier de 1976 à 2009. Le Mediator est accusé d'avoir causé la mort de 1500 à 2100 personnes en France, sans compter celles qui souffrent des conséquences des effets secondaires. C'est la lanceuse d'alerte Irène Frachon qui va révéler l'affaire. Elle subira menaces et pressions du milieu médical et politique. Lorsqu'on voit ceux qui ont été condamnés, on comprend mieux. Regardons d'ailleurs tous ces gens qui ont été condamnés.
Il y a évidemment les dirigeants de Servier, mais il y a également Marie-Thérèse Hermange, ancienne sénatrice, rapporteure du rapport sénatorial sur le Mediator de 2011, mise en examen pour trafic d'influence ou complicité de trafic d'influence. Claude Grichelli, professeur de médecine, soupçonné d'avoir fait modifier le rapport sénatorial sur le Mediator de 2011 par Marie-Thérèse Hermange, mise en examen pour trafic d'influence. Consultant également médical au laboratoire Servier pour 90 000 euros par an. Créateur et ancien président de la fondation Weiss qui a commercialisé l'isoméride de Servier aux États-Unis. Jean-Michel Alexandre, président de la commission d'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, au ministère de la Santé de 1985 à 1993, puis directeur de l'évaluation du médicament de l'Agence du médicament de 1993 à 2000. À sa retraite, il devient consultant pour Servier au travers d'une société écran rémunérée plus de 1,1 million d'euros pour la période 2001-2009. Il est soupçonné d'avoir été mis sous influence financière par Servier lorsqu'il était fonctionnaire. Éric Abadi, qui est décédé aujourd'hui, directeur de l'évaluation à l'AFSAPS à partir de 2007, chargé de pharmacovigilance, mis en cause pour avoir caché que son épouse était l'avocate des laboratoires Servier. Et ça continue. Dominique Maranici, mis en examen pour homicide et blessures involontaires comme représentant légal de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Michel Detilleux, Jean-Roger Claude et Bernard Rouvex, experts rémunérés par Servier qui siégeaient simultanément à des commissions des autorités de santé, statuant notamment sur des produits du groupe pharmaceutique. Ils sont mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Jacques Massol, ancien membre de la Haute Autorité de Santé et de la Direction Générale de la Santé, et François Lost, ancien chargé de mission au ministère de la Santé, sont mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Didier Tabuteau, je vais en reparler de celui-là, directeur de l'AFSAPS de 1993 à 1997, signataire en 1995 d'une note autorisant les laboratoires Servier à poursuivre la vente du Mediator et convoqué au procès en tant que témoin. 11 personnes morales sont jugées, 10 personnes morales du groupe Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Agence nationale de sécurité du médicament, qui était encore l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, au moment des faits. Mise en examen pour homicide et blessures involontaires pour avoir tardé à suspendre l'autorisation de mise sur le marché, AMM, du médicament. Cette affaire révèle donc aux yeux des Français les liens incestueux, comme le disait François Autain, entre politique, laboratoire, experts et agences sanitaires. Mais il y a une personne qui n'a pas été inquiétée, c'est Didier Tabuteau. Anne Jouan, et non pas Agnès Jouan comme je l'ai dit tout à l'heure. Mediator, Didier Tabuteau, un Kouchner boy, grand absent du dossier. Le premier directeur de l'agence du médicament, pourtant en poste à des dates de l'histoire du Mediator, n'a jamais été inquiété par les enquêteurs. Et pour cause, la grande habileté de Xavier Bertrand, ministre de la Santé au moment où éclate le scandale en 2010, a été de choisir Aquilino Morellet, vous vous en souvenez, comme inspecteur de l'IGAS. L'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Pour la mission, l'ancienne plume de Lionel Jospin est un vieil ami de Didier Tabuteau. Ensemble, ils ont écrit un ouvrage intitulé « La santé publique », sorti en juillet 2010. Tous deux enseignent à Sciences Po au sein de la chaire santé dont le responsable n'est autre que Didier Tabuteau. Or, le rapport IGAS servira de trame à l'information judiciaire. La chaire santé de Sciences Po est un formidable fait-tout dans lequel se retrouve toute la bande de Kouchner, comme l'appelle le milieu. Citons Gilles Duhamel, ancien conseiller technique de Bernard Kouchner, ancien directeur des études à l'Agence du médicament et inspecteur IGAS. Quand, pour l'essai clinique mortel de Rennes, l'IGAS enquêtera sur l'affaire, ce sera Gilles Duhamel qui sera chargé des investigations, ce qui lui permettra d'écrire le rapport concernant l'Agence du médicament dirigée par Dominique Martin. Autrement dit, l'ancien directeur de cabinet de Dominique Gillot, secrétaire d'État à la Santé, enquête sur son ancien conseiller technique. Citons encore Philippe Duneton, ancien patron de l'agence, Philippe Lamoureux, actuel patron du LEM, le très actif syndicat pharmaceutique et ancien conseiller technique de Kouchner, ancien haut dirigeant de l'agence et bien sûr inspecteur IGAS. Sans oublier Martin Hirsch, ancien directeur de cabinet de Kouchner.
Un politique fin connaisseur du monde de la santé résume: les Kouchner Boys sont comme les Barbapapa. Ce sont tous les mêmes et ils présentent une forme adaptée à chaque besoin. Tout ce beau monde avait pour habitude de se retrouver chez Daniel Vial, un ami de Jérôme Cahuzac, grand lobbyiste de l'industrie pharmaceutique. Vial organisait de très conviviales soirées à Lourmarin, dans le Vaucluse. Entre 2020 et 2022, tous ces médecins qui ont trempé dans des affaires de corruption, qui ont parfois du sang sur les mains, reviendront le temps de la pandémie sur les plateaux de télévision pour expliquer qu'ils incarnent la science et que tous ceux qui remettent en cause le pouvoir de certains médicaments ou de certains shoots sont de méchants complotistes. Et ce qui est désolant, c'est que la grande majorité des Français les a crus. Oui, il a fallu un vrai nettoyage de cerveau, parce que toutes ces affaires étaient connues, et bien plus. Pensez à cette expression Big Pharma. Et confiance, tu vas t'habituer, et en plus, c'est gratuit. Il y a eu en effet tellement de scandales dans le domaine de la santé que de nombreux journalistes ou experts indépendants, des médecins, des professeurs ont décrit le fonctionnement du Big Pharma, le comparant au crime organisé. Remède mortel et crime organisé, comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé, c'est écrit par Peter Gotch. Les médicaments d'ordonnance sont la troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et les cancers. Dans cet ouvrage révolutionnaire, Peter Gotch, je crois que c'est comme ça que l'on prononce, lève le voile sur les comportements frauduleux de l'industrie pharmaceutique dans les domaines de la recherche et de la commercialisation et sur son mépris moralement répugnant pour la vie humaine. L'auteur établit des rapprochements convaincants entre l'industrie pharmaceutique et l'industrie du tabac et révèle l'extraordinaire vérité derrière les efforts déployés pour semer la confusion et détourner l'attention du public et des politiciens. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que ce que l'on trouve à l'intérieur de cet ouvrage était repris dans la presse mainstream. Il estime que les connaissances accumulées sur les stratégies d'influence de ce lobby pharmaceutique, le Big Pharma, pour augmenter ses profits, permettent de le comparer au crime organisé et à la mafia. Dans leur préface, Richard Smith, ancien rédacteur en chef du British Medical Journal, et Drummond Rennie, éditorialiste au Journal of the American Medical Association, deux publications où l'on trouve la fine fleur de la recherche médicale mondiale, confirment la gravité des faits, et c'est un article du Monde 2015. Oui, le laboratoire Pfizer a été condamné à de multiples reprises aux États-Unis pour falsification de données, corruption active et versement de commissions occultes. Experts, journalistes et politiques sont les cibles privilégiées de ces laboratoires qui ont décuplé leur pouvoir de nuisance depuis l'alliance étroite avec les GAFAM. Ces labos séduisent tous les esprits faibles ou corrompus en les attrapant avec de l'argent, du trafic d'influence ou des places. Ceux que Big Pharma ne peut acheter ou contraindre sont, vous le savez, attaqués. C'est en effet le sort qui attendra le professeur Perron, le professeur Joyeux, le professeur Raoult, Alexandra Orion-Caude et les autres. Oui, tous ceux qui vont se dresser contre le Big Pharma seront écrasés par les médias et les politiques au service d'Emmanuel Macron. Si vous voulez avoir un petit extrait d'un reportage d'Élise Lucet en 2015, eh bien le voilà, il faut le regarder parce que cela vient corroborer tout ce que je viens de vous dire. Petite digression. Pourquoi les vaccins plutôt que les traitements ? C'est simple, le vaccin est une manne pour les laboratoires. C'est leur modèle de développement afin d'attirer les investisseurs. Et oui, un médicament, c'est juste pour un malade, alors qu'un vaccin, c'est pour tout le monde. Et cela coûte peu à produire. Les bénéfices sont donc énormes et cela permet de rémunérer les investisseurs. Eh bien, c'est peut-être là qu'il faudra agir, faire en sorte de revoir les modèles de développement du Big Pharma. Mais revenons au Big Pharma. Lorsqu'on essayait, pendant la pandémie, de rappeler quelques évidences sur l'économie du Big Pharma, sur les scandales qui ont secoué les laboratoires pharmaceutiques, vous aviez toujours un candide pour poser la question suivante. Tu crois vraiment que les labos sont là pour nous faire du mal ? Oui, j'imagine que vous l'avez entendu celle-là. Alors d'abord, je ne suis pas là pour croire, je suis là pour savoir. Ça, c'est la première chose. Non, les laboratoires ne sont pas là pour nous faire du mal. Ils sont là pour faire de l'argent. La preuve avec Purdue Pharma, Oxycontin de Purdue Pharma.
Rappel des faits, la famille Sackler, qui possède Purdue Pharma, est accusée d'avoir fait la promotion de manière agressive et pendant des années de leur médicament antidouleur, l'Oxycontin, tout en connaissant son caractère hautement addictif. La vente de l'Oxycontin a rapporté des dizaines de milliards de dollars. La surprescription de ce médicament est considérée comme le déclencheur de l'épidémie des opioïdes qui a fait des centaines de milliers de victimes, certains parlent de 600 000 victimes par overdose aux États-Unis et qui continue sous d'autres formes de faire des ravages. Oui, on parle bien de crimes de masse. Il faut savoir qu'au début des années 2000, il y a eu de nombreux lanceurs d'alerte qui ont essayé d'avertir les Américains de la dangerosité du produit. Les ventes de l'Oxycontin ont commencé à s'effondrer. La famille Sackler a appelé un fameux cabinet conseil pour redresser les ventes. Comment s'appelle-t-il? McKinsey. Les tactiques marketing cyniques et délibérées de McKinsey ont contribué à alimenter la crise des opiacés en aidant Purdue Pharma à cibler les médecins dont ils savaient qu'ils surprescrivaient les opiacés, a fustigé Madame James. McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, qui a plaidé coupable l'an dernier dans ce dossier pour l'aider à doper les ventes de l'Oxycontin selon l'État de New York. Il a recommandé au groupe pharmaceutique de se concentrer sur les dosages élevés considérés comme les plus lucratifs. Vous imaginez comme c'est monstrueux, c'est un produit dangereux et McKinsey conseille d'augmenter les doses, d'après les documents judiciaires produits par les plaignants. Restriction. D'après un document produit dans une plainte déposée en 2018 par l'État du Massachusetts, la firme écrivait que les nouvelles tactiques commerciales suggérées à Purdue allaient augmenter fortement les ventes de l'Oxycontin jusqu'à 400 millions de dollars par an et suggérait d'utiliser les arguments selon lesquels les opiacés réduisaient le stress et rendaient leurs utilisateurs plus optimistes. Quelle était donc la stratégie de McKinsey? Eh bien, de cibler les médecins corrompus, d'augmenter les doses et de faire de la publicité mensongère. Le résultat, c'est que les classes actions des victimes se sont retournées contre McKinsey. Crise des opiacés, McKinsey pèse 513 millions de dollars pour solder des poursuites. À ce jour, le ministère américain de la Justice étudie toujours un recours contre McKinsey pour traduire ce cabinet au pénal. Avec l'arrivée de Robert Kennedy Jr., cela va prendre, j'imagine, une autre tournure. Tenez, un personnage qu'il ne faut pas oublier, Patrice Pelloux, qui explique que la 5e vague va tuer tous les non-vaccinés. Comment peut-on affirmer une telle chose sur un plateau de TV? Après Karine Lacombe et Gilbert Deray, il serait temps que les imposteurs dégagent. Mais est-ce que c'est un hasard de trouver Patrice Pelloux sur un plateau de télévision? Je m'explique. MeToo à l'hôpital. Comment Patrice Pelloux a été exfiltré des urgences d'un hôpital parisien par l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot? Voilà, lorsque la pandémie va éclater, toutes les personnalités que je vous ai présentées vont se retrouver aux avant-postes. Ce n'est pas un hasard, vous l'avez bien compris. Tandis que ceux qui avaient une véritable expertise pour traiter le Covid-19 eh bien, vont être diabolisés. Oui, c'est la grande amnésie. Je pense qu'avec cette vidéo, je ne me suis pas fait que des amis. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.